vu le nombre d'enfants que l'on retrouve aujourd'hui dans des camps, en fait, de concentration, des corps, pas n'importe lesquels, les corps jugés abjects, des corps jugés de trop, des corps dont on pense qu'ils ne comptent pas, et que par conséquent, on est en droit de neutraliser. Voilà un peu comment fonctionne ce nouveau dispositif de sécurité dans le cadre de la mise en place de nouveaux régimes de gouvernement des mobilités humaines. Mobilités humaines dont les migrations sont une partie, une dimension, mais ce n'est pas la seule dimension. Il y en a plusieurs autres. Mais ce nouveau régime repose par ailleurs, je crois Mehdi va en parler davantage puisque c'est ce dont il s'occupe, sur l'externalisation des frontières. L'externalisation des frontières veut dire, dans le cas qui nous préoccupe ici, sur l'Europe, ça veut dire que les frontières de l'Europe ne se limitent plus à la Méditerranée. Les frontières de l'Europe, c'est au large de Gorée ici. Les frontières de l'Europe, c'est au Burkina Faso, c'est au Niger, c'est au Maroc, c'est en Algérie, et évidemment en Libye. C'est ce que l'on appelle externalisation. Donc, externalisation des frontières, et ce qui veut dire que, au fond, ce que l'Union européenne, les puissances européennes sont en train de vouloir faire, c'est d'abroger, au fond, la souveraineté des États africains, leur souveraineté sur le contrôle de leur territoire, sur la gestion de leur population, comment gérer vos populations, la gestion de quoi? Deux gestions en particulier, la gestion du nombre, dont ce discours sur « oh, ils sont trop nombreux, ils font trop d'enfants », l'idée qu'il y aurait des êtres humains de trop. Et donc, il faudrait faire quelque chose. S'il y en a de trop, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il faudrait en éliminer quelques-uns. Comment on va les éliminer? Voilà une des questions. On va les éliminer. Pourquoi? Parce qu'ils ne nous servent à rien. La question de savoir que faire de ceux dont on pense qu'ils ne nous servent à rien, cette question, elle est de nouveau avec nous. Ce fut une des grandes questions coloniales. Alors on les mettait dans des réserves, travail forcé. Elle est de nouveau avec nous. Elle fait partie justement de ce dont je parlais, de cette nouvelle course vers la réappropriation de la terre. Donc gestion des populations, du nombre, d'où la relance des débats autour de la démographie africaine, et la gestion des mouvements, à savoir qui peut bouger, qui ne doit pas bouger, qui ne peut bouger qu'à certaines conditions. Donc, de nouveaux registres de la discrimination qui opèrent effectivement selon cette espèce de différenciation des populations en fonction du droit ou non à bouger. Donc voilà pour la dimension externe. Et on pourrait aller jusqu'à minuit, il n'y a pas le temps. Mais l'Afrique a aussi pénalisé du dedans. Et c'est ce sur quoi je voudrais notamment insister. Elle est pénalisée du dedans par le fait que nous sommes le continent au monde qui enregistre les densités les plus élevées de frontières. Et ce n'est pas possible. Nous sommes saturés de frontières. Nous sommes saturés d'enclos. Et ça ne peut pas continuer si effectivement nous devons répondre aux défis du monde qui vient en ce moment critique dont parlaient les collègues qui sont intervenus avant nous. Et donc, ce que je propose, c'est qu'il faut élaguer les frontières en Afrique. Élaguer les frontières veut dire quoi? Ça veut dire
libérer les circulations. Libérer les circulations est un impératif. Et je voudrais dire un ou deux mots sur la manière de le faire. Parce que lorsque vous dites libérer les circulations, élaguer les frontières, beaucoup voient le chaos. Ils vous disent, mais il y a déjà tellement de chaos chez nous, si on ouvre les frontières, on en aura davantage et tous les bénéfices estimés seront, disons, rendus impossibles. Comment le faire de façon pragmatique? Je pense qu'il faut réouvrir le débat sur le principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Vous le savez, ce principe avait été ratifié par les États africains en 1963 au moment de la fondation de l'OUA. À l'époque, l'idée était de consolider la souveraineté naissante des États nationaux. Je crois que ce principe qui était supposé consacrer la souveraineté des États nationaux est désormais un facteur d'émasculation de cette souveraineté, notamment dans le contexte des politiques antimigratoires poursuivies par les puissances européennes. C'est-à-dire que pour répondre aux pressions qui sont faites sur nos micro-États par l'Europe en matière d'externalisation de ses frontières, de gestion des nombres et des mouvements, cela ne peut plus se faire uniquement à partir des micro-États qui sont les nôtres et qui sont absolument faibles. Par exemple, le Niger ne peut pas, à lui tout seul, négocier avec la France lorsque la France demande à mettre en place à Zinder, à Agadir et dans d'autres endroits de ce pays, des postes avancés pour opérer des sélections, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Si on en est revenu à l'époque de la sélection, on sélectionne, comme on faisait à l'époque de la traite des esclaves, entre ceux qui sont abjects, il faut s'en débarrasser, et ceux qui comptent, mais dans une logique purement instrumentale et utilitaire. Aujourd'hui, bon, les cerveaux, ainsi de suite. Et donc, deuxième chose, il faut donc réouvrir ce débat. Il faut le réouvrir afin dans le but de définir pour nous, et d'abord pour nous, notre propre politique migratoire à l'intérieur du continent. D'aboutir à un impact continental sur les migrations intra-africaines. L'objectif étant de transformer ce continent en un vaste espace de circulation pour ses enfants. Qu'il y ait un endroit sur cette planète où nous n'avons pas à nous justifier, où nous n'avons pas à bouger, enchaîner, comme cela a souvent été le cas dans notre histoire. C'est pour cela, troisième suggestion, que je crois qu'il nous faut en appeler à un moratoire sur les déportations. Je le dis parce que je vis en Afrique du Sud. Je vis en Afrique du Sud depuis 20 ans. Vous croyez que je suis jeune 20 ans. J'aurais passé en Afrique du Sud l'essentiel de ma vie d'adulte, en fait. L'Afrique du Sud déporte chaque année environ 250 000 Africains. Il faut un moratoire sur les déportations en Afrique. Quatrième suggestion, il nous faut procéder à une refonte générale de la politique des visas à l'intérieur du continent. Tout nous permet de le faire.
C'est pas compliqué. Les nouvelles technologies le permettent. Elles permettent, par exemple, de passer à un stade où chaque détenteur d'un passeport africain qui voyage, disons, Joseph voyage du Gabon, Libreville, à Lusaka, qui se voit octroyer un visa à l'arrivée. Commençons par là. C'est faisable. Commençons par octroyer aux Africains qui voyagent des visas à l'arrivée. Encourageons, par exemple, les États à rentrer dans des accords réciproques qui leur permettent d'abroger les visas entre eux. Autrefois, les Camerounais venaient au Sénégal, ils n'avaient pas besoin de visa. Et c'est la même chose. Comment se fait-il qu'on ait régressé? Pourquoi on a régressé? Élargissons cela. Abrogation des visas pour autant de pays que possible. Alors, je parle de l'Afrique du Sud qui déporte à bout de bras, mais elle a également récemment étendu, disons, les possibilités de visa, d'abrogation de visa à 15 pays. Pourquoi pas 20 pays? Pourquoi pas 25 pays? Pourquoi pas 30 pays sur les 50 et quelque chose que compte le continent? Et donc, cela est possible. Des changements plus structurés à long terme sont aussi possibles. Un énorme travail, par exemple, est à faire au sujet de la modernisation des régimes d'identité. Au lieu de donner de l'argent aux milices libyennes pour qu'elles constituent de nouveaux marchés d'esclaves à Tripoli ou à Benghazi, que l'Union européenne, puisqu'elle dit qu'elle ne veut pas d'Africains chez elle, qu'elle mette cet argent dans le développement et la modernisation des régimes d'identité, cartes d'identité, actes de naissance, actes de décès, biométrisation des systèmes, ainsi de suite. Je pourrais continuer, je vais m'arrêter, je vais conclure par deux mots. Un, notre devoir est de contribuer au grand débat sur les mobilités humaines qui accourt au niveau mondial. Deux, nous pouvons apporter à ce débat des concepts purement africains. Je pense par exemple au concept ghanéen du right of abode, le droit d'un chez-soi, le droit d'une demeure, qui est inscrit dans la constitution ghanéenne, qui est très différent du concept du droit à l'hospitalité dans la philosophie kantienne. C'est quelque chose qui sort de notre héritage. Je pense qu'il appartient à nous d'approfondir, disons, ces éléments qui partent de notre archive pour que, au fond, aucun Africain ne soit étranger en Afrique, aucun Africain et aucune personne de descendance africaine. Merci. Merci. Merci beaucoup pour cette très belle intervention qui fera écho, je pense, à la réflexion qui va être proposée justement par Mehdi Alioua. Alors Mehdi Alioua, je vous présente en quelques mots. Vous êtes, tu es professeur associé de l'Université internationale de Rabat, titulaire de la chaire Migration, Mobilité, Cosmopolitisme et rédacteur en chef de la revue académique Afrique en mouvement, que tu as contribué à créer. Tes recherches portent de manière générale sur les migrations, le cosmopolitisme, la citoyenneté, les mouvements sociaux, la globalisation et les différents régimes de mobilité qui la produisent ou qui en sont les produits. Donc tu as su mettre ta connaissance de terrain et tes connaissances académiques au service d'une cause précise, celle de l'antiracisme et de la défense des migrants, donc à travers ton engagement citoyen au sein d'un groupe qui s'appelle le GADEM, donc groupe antiraciste d'accompagnement et de défense des étrangers et des migrants au Maroc. Et tu es un des membres fondateurs de ce groupe, que tu as d'ailleurs dirigé donc de 2011 à 2018. Et le thème de ton intervention donc est le suivant: accueillir le monde en mouvement pour une conception afropolitaine de l'hospitalité. Merci. On va peut-être appuyer. Merci beaucoup.
Je suis très content d'être là encore une fois, surtout que la première fois, j'ai été très vulnérabilisé par une maladie, je n'ai pas pu délivrer un texte. Alors cette deuxième invitation, je pense, me dévulnérabilise. Et donc, merci infiniment Achille, merci infiniment Felwine. C'est un grand honneur pour moi d'être là. C'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que depuis très longtemps, j'ai senti que cette question de fracture entre les deux Afriques de part et d'autre du Sahara était une affaire qu'il fallait prendre en main, parce que ce n'est pas qu'une invention coloniale, c'est quand même une vieille histoire, mais tout de même la question coloniale a participé à l'accentuer, cette fracture. Alors moi je vais partir de 3 constats un peu rapides pour arriver au cœur de mon propos. Le premier constat, c'est un constat, on va dire, un peu plus global, celui du fait que nous sommes dans un monde très ambivalent, parce que nous sommes dans un monde où ça a bien été présenté, la question de la vitesse, la question du mouvement, la question de la circulation est une question essentielle. On a une multiplication de différents types de régimes de mobilité, mais celle-ci se superpose à une volonté de frontiérisation, en tout cas de contrôle de ces mobilités, de ces mouvements-là. C'est-à-dire que d'un côté, on a quand même du mouvement, et d'un autre, on a la volonté de contrôler, comme ça a été si bien dit par Achille, qui bouge, qui ne bouge pas, et dans quelles conditions bouge-t-on. Et en fait, ça a réifié une vieille hiérarchie, enfin qui n'est pas si vieille en réalité, mais une hiérarchie qui est une hiérarchie sociale et raciale, qui est née avec le capitalisme, qui est née bien sûr avec l'esclavagisme et qui est née avec la colonisation. Cette hiérarchie sociale et raciale, aujourd'hui, on peut la comprendre par qui a accès au mouvement et quelle qualité de mouvement. Et donc, du coup, la question de l'accès au mouvement est devenue aussi non seulement cette réification de cette hiérarchie sociale et raciale, mais aussi un enjeu de lutte sociale et politique. Je pourrais multiplier les exemples encore pendant des heures, mais on va en prendre 3 et on va les faire sur plusieurs continents. Évidemment, les gilets jaunes en France, on a bien vu que c'était la question des populations qui se sentaient marginalisées, plutôt territoires ruraux, et le fait d'avoir augmenté une taxe sur les transports a paralysé à un moment donné la France. On vient de le voir avec le Liban, magnifique révolte de la cité libanaise. Enfin, moi ça résonne beaucoup aussi, moi qui suis marocain. Et c'est une taxe, encore une fois, sur non pas le mouvement physique peut-être, le mouvement virtuel, sur WhatsApp, c'est-à-dire avoir accès à la mondialisation, aux voies de communication. Et on le voit au Chili avec l'augmentation du ticket de métro de quelques pesos qui a mis toute la société chilienne dans la rue. Alors évidemment, il y a beaucoup de choses qui les ont amenés là, mais on ne peut pas ne pas voir qu'aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle forme de lutte sociale et politique qui est liée à l'accès au mouvement. Ça a bien été dit, des personnes se sentent complètement exclues, des déchets d'hommes, comme le dit si bien Achille, des surplus dont on ne sait quoi faire, et qu'il faut contrôler, ou en tout cas dont il faut limiter l'accès au mouvement, et on peut calculer sa place dans la hiérarchie avec la facilité qu'on a de voyager. Ça a été dit aussi ce matin, lorsqu'on est professeur, on pense même qu'on est bien payé, qu'on peut voyager dans le monde, et de temps en temps, parce qu'on n'a pas le bon passeport, on se voit un refus de visa, et c'est une humiliation assez forte pour beaucoup de personnes. Le deuxième constat, c'est un constat qui est lié à mon pays et à la région que j'aime appeler plutôt Afrique méditerranéenne, parce qu'on ne peut pas dire que nous ne sommes pas méditerranéens, mais nous sommes aussi africains, et en tout cas au Maroc, beaucoup de gens se sentent africains, pas suffisamment à mon goût, mais tout de même, beaucoup plus qu'il n'y paraît, et que parfois on le perçoit de ce côté-là du Sahara. Cette Afrique méditerranéenne est aussi un espace de fracture. C'est un espace ambivalent là aussi, parce que c'est un espace à la fois de confluence, de rencontres, de conflits aussi, les rencontres ne sont pas toujours joyeuses, mais c'est aussi un espace de fracture. Et cette fracturation, il s'agit non pas simplement de la voir dans un passé avec une lecture contemporaine, il s'agit plutôt de la voir aujourd'hui, comment elle pourrait nous permettre, en retissant le lien, très joliment dit ce matin par Séverine, merci de ce joli mot, à travers une cosmopoétique. Et je pense qu'on a quelques exemples, notamment, que j'en donnerai quelques-uns sur la question de l'hospitalité dans les zones oasiennes. Et le troisième constat, c'est que l'Afrique est le continent qui migre le moins, pour le dire autrement, qui bouge le moins. Ça, il faut le rappeler, parce que le continent qui bouge le plus, c'est quand même l'Europe.
loin devant tout le monde, les Européens sont ceux qui migrent le plus. Alors évidemment, ils migrent à l'intérieur de leur continent, mais ils migrent aussi à l'extérieur, et on a tendance à l'oublier, les plus grands migrants du monde, c'est-à-dire ceux qui résident plus d'un an dans un pays qui n'est ni le leur ni celui de leur naissance, ce sont les Européens. Arrivent en deuxième position les Asiatiques, et avec une entrée assez forte dans les pays de l'OCDE ces dernières années des Indiens et des Chinois, mais les Africains arrivent très, très loin, très très loin. On est à moins de 14% de migrants dans le monde qui sont d'origine africaine, et on prend tout le continent. Alors il y a un peu plus de migrants d'Afrique méditerranéenne. Les Maghrébins ont beaucoup migré en Europe, notamment en France, dans l'ancien tutrice, l'ancienne métropole coloniale. Et donc on a ce prisme dans les cités francophones d'imaginer que les Africains vont en Europe parce qu'il y a beaucoup d'Africains, notamment de Maghrébins pour le dire clairement, en France. En réalité, les Africains migrent très peu. Et même sur le continent, même si la majorité des migrants africains restent sur le continent, finalement, c'est des chiffres qui sont assez bas. Alors, se pose la question de savoir, est-ce que ce chiffre va augmenter? Et en fait, effectivement, il est en forte croissance. C'est lié aux questions de développement. Un récent rapport de l'OCDE et de l'Agence française de développement l'ont reprouvé, si tant est qu'il fallait le reprouver, parce que c'est des choses que les migratologues savent depuis au moins un siècle. Plus les sociétés se développent, plus il y a de voies de communication, plus les gens bougent. Et donc ils vont bien sûr de petits villages, de petits douars vers la petite ville, de la petite ville à la grande ville, entre les grandes villes, et d'itinéraire en itinéraire, peut-être toujours un peu plus loin. D'ailleurs, une des plus grandes migrations de l'histoire de l'humanité, qui a été documentée en tout cas, c'est celle des Européens vers leurs colonies, notamment d'Amérique, et c'est au moment des grandes transformations de l'industrialisation européenne qui a chamboulé ces sociétés et qui a entraîné ces vastes mouvements migratoires. Alors, moi, qu'est-ce que j'en tire comme idée, en tout cas comme proposition d'analyse, c'est de dire, puisque le continent africain est celui qui bouge le moins, mais qui est peut-être amené à connaître la plus forte croissance de mobilité, notamment avec une pression sur les villes, notamment aussi avec une pression sur les frontières, il s'agit de ne pas se tromper pour faire la prospective, pour imaginer quelle pourrait être une autre façon, comme a été dit, une autre façon de concevoir les migrations africaines, avoir une nouvelle politique africaine. Et comme en plus, lorsqu'on est en Afrique méditerranéenne, qui est aussi une Afrique sahéro-sahélienne, parce qu'elle a à voir avec le Sahara, on se rend compte que ces frontières européennes viennent beaucoup nous embêter. Alors, j'en dis un mot, et d'abord, il faut bien voir à quel point cette volonté, cette folie, c'est une folie européenne tout simplement, cette folie européenne de vouloir faire contrôler par les Africains eux-mêmes les mouvements migratoires sur leur continent, c'est-à-dire bien avant d'atteindre l'Europe, participe à chambouler des routes migratoires qui pourtant, de manière seulement exceptionnelle, menaient vers l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble de systèmes migratoires assez locaux. On retrouve ça dans la zone sahélienne, on retrouve ça entre les pays du Maghreb, on retrouve ça dans pas mal d'endroits en Afrique de l'Ouest. Le fait de mettre par exemple sur une avenue importante de Niamey un grand panneau avec le drapeau européen qui rappelle la loi payée par l'Union européenne, enfin imposée quelque part par l'Union européenne, qui dit que c'est passible d'un an de prison et je ne sais pas combien de millions de francs CFA si on transporte un migrant dit clandestin, c'est une folie lorsqu'on sait que le Niger fait partie de la CEDEAO et que donc personne n'est étranger au Niger, en tout cas même si on est étranger, on a le droit d'y circuler. C'est-à-dire parce qu'on est à Niamey, on suppose, si vous êtes un Ouest africain, que potentiellement vous voulez aller en Libye, et si vous allez en Libye, c'est parce que vous voulez aller en Europe. Or, c'est complètement faux, la majorité des migrants qui allaient à la Libye, c'est pour travailler. Ils ne se sont mis à partir de Libye en masse que parce qu'il y a eu la guerre. Et donc, dans le chaos, les gens ont fui, et donc ils ont fui comme ils ont pu, et c'est pour cela qu'on a eu des pics. Aujourd'hui, c'est redevenu à la normale, et pas simplement parce que certains sécuritaires se frottent les mains en disant « notre système fonctionne », pas du tout. Leur système a entraîné des dizaines de milliers de morts. Ça ne fonctionne pas, simplement, le calme est revenu malgré tout en Libye. On a encore des départs, mais bien moins qu'au moment de l'explosion. Alors, quelle pourrait être la prise en charge de ces circulations, de ces vulnérabilités qu'engendrent ces fractures,
ces frontières, ces volontés de séparation dans des circulations qui pourtant, je le dis, sont assez finalement locales et participent à l'économie et on va dire sont des soupapes aussi, des sortes de souffle pour ces sociétés qui arrivent en circulant à gagner un peu d'argent. Peut-être qu'il faudrait regarder, ce que j'appelle de mon vœu, les traditions d'hospitalité qui existent sur le continent. Alors je ne suis pas un spécialiste de toutes les traditions et je pense qu'il faudrait au contraire y aller et y travailler, mais je vais parler un petit peu de ce qui se passe dans les oasis. Pour parler des oasis, il faut rappeler que les oasis ne sont pas des choses naturelles, ce sont des inventions humaines. Les oasis ont été inventés. Sahara en arabe, ça veut dire désert. Le mot sahil, le mot sahel, sahil, ça veut dire le rivage. Donc les habitants de cette partie de l'Afrique naviguaient dans le Sahara comme dans une mer, et ils avaient besoin de ports. Ils cabotaient en fait. Ils passaient de port en port, et donc il fallait des installations humaines. Ces installations humaines, évidemment, il y a de l'agriculture, il y a tout ensemble de choses, aussi des rapports hiérarchiques, des rapports de domination. Tout n'est pas beau là-dedans, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que il n'y a pas un oasis sans une forme particulière, non seulement d'accueil du passager ou de l'étranger, et aussi une forme d'agriculture qui dit cet accueil. C'est-à-dire que c'est jusque dans l'environnement, même dans l'architecture, mais j'aurais pas le temps de le développer, qu'on va retrouver cette volonté d'hospitalité. Par exemple, un oasis, il faut au moins 3 espèces végétales. Il faut des palmiers essentiellement, parce que les palmiers vont créer un microclimat, vont protéger avec les palmes les autres arbres, des arbres fruitiers, deuxième type et au sol des légumineuses. Dans tous les oasis de l'Afrique sahéro-sahélienne, les gens ne cueillent pas la totalité de leurs fruits sur leurs arbres fruitiers. Ils le font avec les dattes, ils ont un système de répartition. Alors les Amazirs de l'Afrique du Nord ont leur système qui se ressemble de la Libye au Maroc. On peut retrouver des choses un peu différentes, mais les arbres fruitiers, on ne les touche pas en entier, on laisse toujours au moins un tiers de la récolte. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que même si ça pourrit un peu sur l'arbre, c'est toujours des protéines et des vitamines, c'est toujours des calories. Et c'est pour toutes les créatures divines que Dieu a fait sur terre, que ce soit les passagers humains ou les oiseaux ou les insectes, etc. Les gens qui habitent les oasis expliquent en disant mais quelqu'un qui cueille trop de fruits de son arbre, quelqu'un qui est égoïste. Il n'aime pas les oiseaux, il n'aime pas la nature, en fait, il n'aime pas les hommes non plus, les humains. Et donc, cette idée-là de toujours avoir, en français, je crois, on dit une pomme pour la soif, ou une poire, pardon. On n'a pas de poire au Maghreb. On dit de pommes, on a des oranges, des grenades et d'autres choses. Et une grenade pour la soif. Beaucoup de grenadiers dans les oasis, marocains notamment, parce que ça permet en fait de pouvoir nourrir celui qui arrive, ou si on a un cas de disette. Alors qu'est-ce que sont devenus, et c'est ma conclusion, ces populations au moment de la colonisation? Au moment de la colonisation, on a créé des villes, et dans ces villes, on ne voulait surtout pas retrouver ces formes communautaire d'entraide. Cette tradition de prendre en charge ce qu'on appelle dans l'islam Abir Sabil, le voyageur qu'on doit, c'est très important dans l'islam, qu'on doit accueillir pendant au moins 3 jours au minimum et nourrir, etc. On ne voulait pas retrouver ces formes-là. Donc on va construire des fosses Médina, par exemple, Lyoté va construire des fosses Médina à Casablanca pour faire venir les gens de Fès, mais c'est des Médinas bien alignés, tout est quadrillé. Évidemment, si les gens se révoltent, la troupe peut facilement mater la révolte, alors que en fait les médinas, comme les casbahs des oasis, sont construites sur des régimes, sur des systèmes familiaux où on habite ensemble. Donc on habite le drb dans la Médina, c'est-à-dire l'impasse où il y a toute la famille. On habite la casbah, c'est toute la famille qui habite dans la casbah. Et donc ces formes-là ont été rejetées. Et au moment de l'indépendance, on va retrouver exactement la même forme de rejet. On va juger que les ruraux qui arrivent, qui s'installent dans ces nouvelles villes capitalistes marocaines, nouvellement indépendantes, posent problème, fabriquent de la mauvaise ville, sont sales, ne sont pas vraiment des urbains, etc. Mais au fond, ce qu'on leur reproche, c'est d'avoir leur mode d'organisation qui est bien à eux.
Et si on regarde aujourd'hui où vivent la majorité des migrants, notamment issus de l'Afrique de l'Ouest, mais qui arrivent aussi de Syrie, qui arrivent des autres pays du Maghreb, ils arrivent essentiellement dans ces endroits-là. C'est-à-dire qu'une grande partie de mes observations de terrain, c'est de montrer que c'est dans plutôt des quartiers qui ont été des quartiers, on va dire, marginalisés par les pouvoirs centraux, des quartiers qui étaient des quartiers délaissés, dans lesquels je continue. Dans lesquels les personnes ont dû, à la force de leur poignet, s'inventer une nouvelle vie. Ce sont dans ces quartiers-là où des nouveaux venus à la ville, d'autres régions d'Afrique, vont trouver les solidarités nécessaires, en tout cas les coopérations nécessaires pour survivre dans ces espaces-là. Et les endroits où, au contraire, les migrants vont vivre dans des quartiers très européanisés, on va dire, dans des immeubles avec chacun sa chambre, etc., sont des endroits où il y a le plus de racisme, de violence aussi, des meurtres aussi, il y a eu des meurtres, notamment à Tanger, dans un quartier. C'est-à-dire que là où on va défaire les solidarités des sociétés locales, l'étranger n'est pas accueilli. Il est pire qu'il n'est pas accueilli, il est aussi parfois assassiné. Alors ça, c'est très important, et c'est ça ma conclusion. C'est parce que, du point de vue, en tout cas, marocain d'où je parle, l'Afrique méditerranéenne, mais aussi l'Afrique saharienne, devra choisir entre une politique africaine ou alors participer à la frontiérisation de l'Europe. Le risque, c'est qu'on nous devenions, ou que nous redevenions des tirailleurs ou des goumiers, des sortes de supplétifs post-coloniaux de la protection de la frontière européenne. Et ce que je dis n'est pas un vain mot, c'est ce qui se passe lorsqu'on voit les matraques de policiers qui fracassent les crânes, lorsqu'on voit les grillages qui déchirent les chairs à Sebsam et Lilia. On peut se poser la question de savoir si nous ne sommes pas revenus dans une forme où nous serions les supplétifs et on penserait gagner quelque chose. Je l'ai dit tous les jours à mes compatriotes, on n'a rien à gagner, on se blesse nous-mêmes en blessant nos frères migrants africains. Je vous remercie. Bravo. Merci encore pour cette très belle intervention, Mehdi Alioua. Donc la troisième intervention de cette table ronde sera effectuée donc par Elsa Dorlin. Elsa Dorlin, donc tu es professeure de philosophie sociale et politique à l'université Paris 8 Saint-Denis Vincennes en France. Tes principales recherches portent sur la généalogie du sexisme et du racisme moderne, abordées sous les angles de l'histoire, de la philosophie et de l'épistémologie. Notamment donc dans un livre important, La matrice de la race, généalogie sexuelle et coloniale de la nation française, donc paru en 2006. Tu travailles également sur les épistémologies féministes et plus particulièrement sur celle du féminisme noir. Je renvoie donc au livre suivant Sexe, genre et sexualité, paru au PUF en 2008, ainsi qu'à cette anthologie du féminisme africain-américain, paru en 2009. Ton travail a été récompensé par la médaille de bronze du Centre national de la recherche scientifique, CNRS, donc en 2009. Et en 2017, tu as publié le livre Se défendre, une philosophie de la violence aux éditions de la Découverte. Et c'est inspiré par la phénoménologie fanonienne et qui a reçu le prix Fanon de la Caribbean Philosophical Association. Tes recherches actuelles donc s'intéressent aux relectures du biopouvoir et interrogent la notion d'exposition graduée au risque de mort dans le cadre d'une réflexion sur la puissance létale du néolibéralisme. Et le titre de ton intervention est le suivant, Prendre soin de nos vies. Merci beaucoup Yala, merci. Donc il y a quelques jours à peine, au sein de l'Assemblée du Parlement européen, une résolution sur le devoir de secours, et je cite le droit inconditionnel de sauver en mer, porté par la coalition des partis de gauche et écologiques européens, a été rejetée par 2 voix près. 2 voix sur les quelques 450 députés qui étaient présents dans l'hémicycle ce jour-là, et 2 voix près alors que le Parlement européen compte 751 élus. Il manquait donc environ 300 élus au sein de la dite Assemblée qui ce jour-là avaient certainement, pour une partie d'entre elles et eux, mieux à faire que de voter pour la mise en place de corridors humanitaires en Méditerranée, qui était la mesure concrète présente dans la résolution.
Et le précédent, évidemment, de ce texte était l'arrestation de Carola Rackete, ou d'autres d'ailleurs, poursuivis et emprisonnés ces derniers mois parce qu'elles et ils ont tout simplement appliqué l'antique droit de sauvetage en mer. Car au fond, ne nous faisons pas d'illusions, cette résolution rappelait à la négative le non-respect depuis des années du droit de la mer et le devoir de sauvetage. Et quand bien même cette résolution aurait été votée, elle n'aurait certainement pas permis d'enrayer l'hécatombe qui se joue sous nos yeux et fait de cette mer un cimetière à ciel ouvert. Alors, au-delà du sauvetage des embarcations de fortune qui se retournent en mer, aucune mesure ne semble envisagée à l'échelle de l'Europe pour faire cesser la chasse aux étrangers et la criminalisation sans précédent du droit de circulation des personnes. En d'autres termes, aucune mesure ne semble contrer la mise en place d'une politique d'exposition au risque de mort maximale de populations migrantes, réduite grâce à l'artifice juridique à des sans-droits ou à des vies nues. L'enjeu est donc éminemment politique et éthique, mais nous y reviendrons, l'enjeu est aussi économique. Il se peut que l'on fasse précisément bouger certaines populations car la mort est rentable. La mort est un marché, économiquement extrêmement rentable à l'échelle de l'Union européenne ou de l'Amérique du Nord, qu'il s'agisse de la police des mouvements ou de la plus-value de l'encampement, mais aussi des technologies de surveillance ou de l'architecture du cloisonnement et des frontières. Mon premier point sera en écho aux interventions d'Achille et de Mehdi sur l'hospitalité. Dans le débat actuel, en France, en Europe, les oppositions ou les contestations à cette politique européenne s'attachent principalement à réhabiliter la notion d'hospitalité. Or, il s'agit selon moi d'une notion largement décalée, presque obsolète, inactuelle, quasiment impossible à resignifier. On pourrait en effet pourtant reprendre la critique classique qui tente de revenir à l'hospitalité contre la violence des politiques nationales et nationalistes qui produisent tout autant qu'elles conduisent de façon répressive et raciste à ce que l'on appelle de l'autre côté de la Méditerranée la crise migratoire. On aurait raison de rappeler le principe antique de l'hospitalité, on aurait raison de mobiliser Kant, Derrida peut-être, en tant que l'hospitalité est au fondement de la sociabilité et appréhende l'étranger en hôte, constitue la condition de possibilité à la fois éthique et politique de toute communauté possible. On aurait raison. Mais cela entraîne alors, à mon sens, une position réprobatrice à l'encontre de la politique européenne ou de celle de la plupart des États-nations, enjoignant ces mêmes États à restaurer, à rétablir ou à améliorer leur politique d'accueil et à minima à ne pas criminaliser les actes de solidarité effectués par nombre de citoyens. Mais soyons sérieux. À quelles conditions est-il raisonnable de resignifier l'hospitalité ? Comment peut-on ignorer, oublier que l'hospitalité dans ses usages modernes est une notion intrinsèquement resignifiée dans et avec le processus de colonisation ? Je pense aux archives consultées à Aix-en-Provence, qui rassemblent un nombre incalculable de documents sur l'esclavage, la colonisation au sein de l'Empire français, mais un nombre incalculable de documents sur le premier pas posé, notamment aux Antilles ou dans les Caraïbes. Et le récit de ces premiers pas posés. Ces textes rapportent des propos quasiment hilars ou graveleux de gouverneurs ou de soldats, d'anthropologues qui débarquaient à Sainte-Lucie ou à Saint-Vincent ou ailleurs dans les Caraïbes, ne s'en remettaient pas de la naïveté des Caraïbes, qui les accueillaient comme des invités de marque, leur offraient vivres délicieux et somptueux, gîtes et soi-disant même leurs propres femmes pour les accompagner dans leurs couches. Alors qu'ils arrivaient ostensiblement pourtant comme des pilleurs et des assassins. Ils riaient de cette naïveté. Du jour où des navires ont débarqué en disant « Cette terre est à moi et je suis ici chez moi », dans les colonies françaises sucrières, les colons, je vous rappelle, se baptisent les habitants, c'est-à-dire s'autoproclament les véritables habitants, et désormais donc les hôtes des Indiens Caraïbes, il devient obscène de parler d'hospitalité. Je ne peux me satisfaire d'une telle position aussi parce que dans notre contemporanéité, un tel raisonnement prend pour acquis qu'il nous faut toujours réfléchir à partir de l'hôte, de ce nous qui accueille, sans jamais interroger le processus de constitution de ce nous, qui veut prendre soin de lui, mais en fermant ses frontières et en s'accaparant des terres. Ce nous désigne une position de domination, celui qui débarque et se sert, arrive et s'accapare, asservit, épuise et extermine. Mais comment est-il historiquement constitué ? Qui le compose et quelle est sa rhétorique ?
La question du nous et des autres, des hôtes et des invités, suppose un chez-soi qui accueille et un ailleurs hostile que l'on fuit ou que l'on tient à distance et en respect. Les nationaux et les étrangers, au fond, c'est l'idée qu'il s'agit de décliner l'hospitalité sous plusieurs modalités, mais que cette déclinaison peut signifier que l'hospitalité veut dire inviter ou accueillir ou héberger au pied levé, dépanner pour quelques nuits, mais pas trop longtemps. On peut être aussi devant le fait accompli si l'invité s'est imposé. Il s'agit donc de maintenir toujours la souveraineté de l'hôte. C'est lui qui décide, c'est lui qui invite et c'est lui qui choisit qui il invite, qui il accueille. Avec la formule « faites comme chez vous », cette invitation en fait ne concerne que certains invités triés sur le volet. D'autres questions demeurent. On ne peut accueillir tout le monde. C'est une ritournelle européenne. Il n'y a pas assez de lits, il n'y a pas assez à manger dans le frigo, il n'y a pas assez d'espace et de vivre. Bref, l'hospitalité est une analogie monstrueuse qui pense la communauté politique sur le modèle du foyer tel que le conçoit la bourgeoisie patriarcale européenne, le pays sur celui de la maison, le monde sur celui de l'organisation du pater familias. Que les États européens foulent du pied aujourd'hui les principes élémentaires de l'hospitalité est évident, et cela relève d'un constat tragique. Mais à mon sens, il ne faut pas s'en tenir à cette discussion sur l'hospitalité. Les États appliquent juste une hospitalité assez classique, décidant qui est invité, qui mérite de l'être et comment mériter l'hospitalité. Réfléchir depuis ce nous, sans en interroger les soubassements, sans en interroger sa généalogie coloniale, c'est nécessairement prendre pour objet l'autre, lui dénier toute existence, le prendre pour objet de pitié, de mépris, de peur ou de haine. Alors je voudrais reprendre la question depuis une autre notion et en essayant de poser un autre cadre d'intelligibilité. Il y a une notion qui m'intéresse tout particulièrement, c'est celle d'avitaillement. C'est aussi une notion qui appartient à la vieille tradition du droit des mers, une vieille notion en français qui signifie porter, convoyer ou charger de vivres, charger les vivres. Cette notion m'intéresse parce qu'elle a l'avantage de désigner non pas un principe moral qui demeure une relation asymétrique, celui qui secourt et celui qui est secouru. C'est une notion, au contraire, l'avitaillement, qui touche à la production de nos conditions matérielles d'existence, en tant que cette production est traversée d'antagonismes, l'accès aux vivres, leur circulation, leur distribution. La question de la production des vivres relève d'un rapport circulaire. L'avitaillement n'est pas un principe moral, c'est une mécanique d'échange qui est traversée par des enjeux de pouvoir. C'est lié au droit de la mer et effectivement, à l'origine, la question de l'avitaillement concerne les navires qui sont à la fois convoyeurs de vivres et de munitions et dans la nécessité d'accoster pour charger, renouveler leur cargaison. C'est-à-dire que c'est l'idée qu'avec l'avitaillement, on aide, mais on a toujours besoin à un moment donné d'être aidé. Cette notion renvoie elle aussi finalement à l'histoire de la colonisation et au développement du capitalisme rendu possible par les longues traversées maritimes. Mais elle est liée de façon historique et complexe et permet de comprendre d'emblée le rapport d'interdépendance et de conflictualité qui a lié ces territoires. On pourrait faire l'histoire de l'avitaillement en saisissant plus spécifiquement les enjeux de la biopolitique coloniale. Les comptoirs coloniaux sont à la fois des points de ravitaillement et des points d'avitaillement des troupes et des civils. On prend, on donne à certaines populations. L'avitaillement s'est radicalisé évidemment en pillage des vivres et des ressources naturelles, l'épuisement des ressources vitales, exposant au risque de mort les peuples colonisés. Alors ce qui se passe dans le contemporain, c'est que derrière les débats sur la prétendue hospitalité, en fait se joue une économie de l'avitaillement. Une circulation intense des flottes commerciales qui n'a jamais été aussi libéralisée, dérégulée, qui charge, depuis le continent africain notamment, les ressources vitales destinées aux populations du Nord, qui les consomment et les consument. Et cette migration des vivres et des ressources va de pair avec le déchargement sur les côtes des Suds des déchets de cette consommation, c'est-à-dire de ce que l'on pourrait appeler un délestage toxique des déchets, des substances nocives, létales et mortelles. C'est cette circulation qui m'intéresse. Il faudrait interroger sur ce qui constitue évidemment ces ressources et leur économie. Alors on peut parler de pillage et de saccage, mais je voudrais revenir sur justement cette idée d'économie de l'avitaillement. L'idée c'est de rendre disponible pour certaines vies l'accès aux vivres et
ainsi de maximiser ces vies, donc de prendre soin de certaines vies en leur donnant accès aux vivres. Ça signifie très précisément que quelle ressource précise permet de faire vivre des populations aux dépens d'autres, ou en tout cas en exposant d'autres à la mort, en laissant mourir d'autres populations, en exposant ces populations en fait à des questions de privation et d'absence de ressources. L'idée, c'est d'empêcher certaines populations de prendre soin d'elles-mêmes, c'est-à-dire de rendre illégitimes, illégales, ou de les rendre impuissantes à puiser les vivres nécessaires à leur vie, en les rendant étrangers à leurs espaces, en les rendant incapables en fait de travailler ces ressources qui leur sont spoliées. Cela permet de comprendre que la prétendue vulnérabilité dont on parle n'est pas un principe ontologique, c'est-à-dire qu'on n'est pas vulnérable en soi, mais qu'il y a bien des processus de vulnérabilisation, une économie de la vulnérabilisation qui consiste à empêcher de produire des vivres, donc à empêcher certains ou certaines de créer des formes de vie et d'accéder ou de produire ses propres conditions d'existence, à privatiser, à épuiser, à déplacer des ressources au profit d'autres populations. Donc cette idée rassemble une partie des problématiques qui ont été pensées ces dernières années avec plusieurs penseurs, dont Achille Mbembe, la question de la biopolitique et de la gouvernementalité de la vie, propre au néolibéralisme mondialisé. L'idée, c'est qu'il y a une rationalité mortifère dans l'épuisement économique des vivres et des ressources, et qui caractérise un laisser-mourir des populations, mais aussi un processus d'inhabitabilité des espaces vivants qui sont épuisés en termes de ressources. Donc à la suite des travaux de Mbembe, je parlerai non pas de nécropolitique, puisqu'il conceptualise cette notion à partir de la post-colonie, mais peut-être de nécrolibéralisme, d'un faire mourir ce qui nous fait vivre, propre au territoire post-empire. Et j'ajouterais qu'au-delà de la dimension théorique, il y a vraiment une dimension économique, puisque le laisser mourir, ou le fait de laisser mourir dans le fait de ne plus avoir accès à des ressources vitales, encore une fois, permet d'ouvrir des marchés de l'armement, marché du BTP, construction de camps, de centres de rétention, de bâtiments administratifs, c'est-à-dire des territoires complètement stériles en termes de ressources, et ça embauche toute une chaîne de travailleurs assignés au bas stage de la police. Prétendre que les politiques dites de lutte contre les illégaux ont un coût, c'est mécomprendre ou invisibiliser que ces politiques ont permis d'ouvrir une véritable économie du risque de mort qui génère d'importants bénéfices. Alors, le contrepoint pour conclure, c'est que signifie prendre soin de nos vies. Il y a évidemment un principe discriminatoire entre les vies qu'on fait vivre et celles qu'on épuise dans l'impuissance à pouvoir créer ces conditions matérielles d'existence. En face, effectivement, se déploie une multitude de pratiques d'avitaillement, de contre-pratiques d'avitaillement qu'on peut qualifier de pratiques de résistance liées à la création de formes de vie. Considérer que la vie est devenue ce qui constitue le cœur des luttes et des mobilisations, des revendications sociales, des mouvements insurrectionnels et révolutionnaires contemporains. Face au néolibéralisme, au nécrolibéralisme, à cette gouvernementalité non pas de la vie mais de la mort, eh bien, le Chili, le Liban, l'Irak, la France, l'Algérie, les peuples politisent leurs conditions matérielles d'existence, leur vie même, et ce sont bien ces conditions, cet accès aux ressources vitales qui est devenu un enjeu politique. C'est bien la critique du néolibéralisme mortifère qui est visée, en tant qu'il tue, qu'il abat, qu'il intoxique, qui pousse à l'agonie des segments entiers de population. Et ces luttes s'inscrivent finalement dans une généalogie des résistances, où les Quilambos ou les Mornes, refuge des marrons, mais aussi l'Oasis, en reprenant ce que disait Mehdi, constituent probablement des formes premières, originelles, d'espaces de résistance, des vies traquées et des vies soignées ou qui prennent soin d'elles-mêmes. Alors, au sein de ces luttes, l'idée, c'est aussi pour reprendre le rapport avec la vie et le territoire, parler de l'avitaillement, c'est reconstituer à la fois les conditions matérielles du soin et considérer qu'il n'y a pas de soin sans territoire et sans ressources. Donc, nombre de mouvements contemporains politisent la question de vie sur un lieu de vie. Et les questions, justement, des ressources et de l'accès aux vivres, de la circulation de ces vivres. Il y a une très belle expression de Glissant qui dit « squattériser
les lieux. Squattériser les terres pour qu'elles ne deviennent jamais des territoires et demeurent des espaces habitables dans une pratique d'avitaillement attentive à l'interdépendance du vivant. Squattériser des lieux pour en faire des lieux de solidarité, des relais, des refuges, et faire vivre ces refuges depuis lesquels on migre, on fuit, on circule. Et qui d'ailleurs s'occupe de faire vivre ces refuges? Les points de ravitaillement pour ceux et celles qui sont ici ou de passage. Qui en assure les conditions d'existence? Squattériser des espaces caractéristiques du néolibéralisme, centres commerciaux, ronds-points. Je pense aux gilets jaunes également en France, aux gilets noirs qui sont mobilisés selon des modalités qui donnent à la question de l'effondrement du monde deux sens imbriqués. La question sociale de comment vivre nos fins de mois à l'ère de la fin du monde et la question raciale de comment vivre l'ère de la fin du monde lorsqu'on est soi-même une vie traquée, violentable et tuable. Il faut squattériser aussi les ruines du capitalisme, territoires ségrégés, désertés par les services publics, intoxiqués, dévastés, laissés à l'agonie, pour les rendre à la vie peut-être. Mais ça pose la question du soin. Est-ce encore possible de soigner des ghettos, de soigner des terres qui sont intoxiquées, empoisonnées? Est-ce possible de soigner, de réparer, de dépolluer? L'enjeu est clairement la question du soin possible sans ressources. Et quelles ressources il faut pour prendre soin? Prendre soin de nos vies a donc pour définition ici la lutte pour nos conditions matérielles d'existence, nos espaces. C'est également constater qu'il y a une guerre des corps et des lieux, une lutte pour les terres, une guerre de territoire pour qu'ils soient habitables, si c'est encore possible, une guerre pour le commun, pour que quelque chose comme une communauté possible soit encore d'actualité. Je vous remercie. Merci. Merci. Donc nous arrivons à la fin de cette table ronde avec une dernière intervention. Donc de Saïd Abbas Ahmed. Donc vous êtes titulaire d'un doctorat en sciences politiques de l'université Panthéon-Sorbonne et vous possédez une vaste expérience en médiation et en élaboration et animation de dialogues politiques dans les pays d'Afrique subsaharienne touchés par les conflits. Vous avez exercé des fonctions de chef de mission du bureau du Centre pour le dialogue humanitaire au Sénégal et dirigé également un ensemble d'efforts de ce même centre dans le processus de paix en Casamance. Pendant plusieurs années, donc, vous avez enseigné la négociation, la géopolitique, la médiation à la Rouen Business School en France. Vous avez également donné des cours en négociation à l'École nationale d'administration, l'ENA, donc à Strasbourg. Vous avez écrit plusieurs articles sur les questions de la paix, de la sécurité en Afrique. Et en 2013, vous avez fondé donc Thinking Africa, un groupe de réflexion panafricain et un réseau de recherche donc rassemblant plus d'une trentaine de chercheurs. Réseau donc qui a publié plus de 200 notes d'analyse de recherche sur la paix et les questions de sécurité sur le continent africain. Vous êtes également membre de plusieurs organisations scientifiques et le thème de votre intervention pour clôturer donc cette table ronde sera le suivant: variation sur le concept de solutions africaines aux conflits africains dans les processus de paix en Afrique. Bien, merci beaucoup. Donc, à mon tour de remercier les organisateurs qui m'ont fait l'honneur de m'inviter pour venir partager avec vous quelques expériences, observations qui ont été les miennes ces 10-15 dernières années où effectivement, après ma thèse, j'ai travaillé d'abord au Congo. On a essayé avec différentes organisations de mettre ensemble les gens qui ont fait la guerre et de trouver la possibilité de recréer la communauté politique et d'aller au-delà de la violence. Malheureusement, comme vous le savez, le Congo reste encore dans ses contradictions et n'est pas parvenu à sortir de ça. Ensuite, j'ai travaillé en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso et bien sûr ici, toujours sur cette idée de comment les Africains font la paix. Quelles sont les conditions pour qu'on vive en paix sur notre continent. Et je voudrais donc dire aussi que je suis très ravi de venir à Dakar où j'ai passé 3 années. Et je crois que ça a été dit au départ par un des intervenants, c'est une ville importante dans ce continent où les espaces d'expression tendent à se rétrécir. Et il faut continuer à se battre pour que cet espace reste
Ce n'est pas facile là où je viens. Je suis originaire des Comores et dans d'autres endroits où je traverse. Simplement se réunir et dire ce qu'on pense, ça peut être considéré comme une insulte à l'État, un crime. Et donc, à la sortie de cette rencontre, on pourrait rencontrer les gens du renseignement, des gens on va devoir se justifier pourquoi on s'est réunis. Et donc, le simple fait de pouvoir dire ce qu'on pense, ce n'est pas aussi simple aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à se battre ici pour que cet espace, cette ville reste un lieu où on peut venir parler, dire ce qu'on pense, sans que quelqu'un nous visite la nuit. Donc, faire la paix sur le continent africain a été et reste, je crois, un défi historique permanent. Vivre ensemble, c'est-à-dire la possibilité d'un futur partagé sans violence, un futur partagé avec sérénité, un futur où on est maître de demain. Parce que dans beaucoup d'endroits, cette idée de demain, elle dépend de celui qui a la plus grande Kalachnikov. Et donc, votre vie peut dépendre d'une petite milice de jeunes, de plein de gens. Ce n'est pas aussi simple. Et donc, comment, sur le temps long, les Africains ont fait la paix? Ils ont construit ce qui a permis de faire communauté et qui a permis d'arriver jusqu'à nous. Je crois qu'il faudrait peut-être rappeler que à la fin de la guerre froide, si vous vous rappelez bien, il y avait ce qu'on avait appelé un arc du chaos qui allait de Luanda à Asmara, où tout cet espace était confronté à des guerres civiles, à des guerres interétatiques, à une violence incroyable. Et on va dire que le point le plus élevé de cette violence a été le génocide au Rwanda. Et après ce génocide, les déflagrations de ces génocides continuent encore aujourd'hui à se faire sentir au Congo, à se faire sentir en Centrafrique. Je ne sais pas si on peut dire que c'est la même chose sur le Burundi, mais en tout cas, cet espace qu'on appelle les Grands Lacs africains, c'est un espace qui est sur un temps long, inscrit par la désolation, les déplacements de populations massifs. L'ONG américaine International Rescue Committee a dit que 7 millions de personnes sont mortes au Congo, directement ou indirectement, depuis 1995 jusqu'à nos jours. Donc c'est incroyable, c'est énorme. Et malgré cela, malgré les efforts qui sont déployés par les structures du continent, on n'arrive pas à trouver cette possibilité de ressouder la communauté, cette possibilité d'imaginer un lendemain différent d'aujourd'hui. Il faut situer dans ce contexte la sortie de Nelson Mandela et la fin de prison et la fin de l'apartheid qui va faire naître un vent d'optimisme. Et c'est à ce moment-là que ce qu'on appelle l'ANC de l'extérieur donc arrive au pouvoir avec une connaissance du continent. Parmi eux, beaucoup ont vécu en Tanzanie, en Zambie, dans des capitales du continent. Ils sont conscients des enjeux et c'est comme ça qu'ils vont porter ce projet de solution africaine aux problèmes africains. Avec quelqu'un comme Thabo Mbeki, qui rencontre à ce moment-là Bouteflika, le président sénégalais Wade et Obasanjo, ils vont promouvoir cette idée que nous devons redevenir maîtres de nous-mêmes et pour ça, il faut remettre au centre de nos problèmes notre propre vision, notre volonté. À ce moment-là, il y a comme un optimisme puisque Kofi Annan est aussi à la tête des Nations Unies et il va aussi porter le projet des objectifs du millénaire pour le développement, l'idée que le continent peut faire des progrès remarquables et on peut avancer. Donc, on arrive en 2002 avec la création de l'Union africaine. L'idée, c'est un projet innovant qui va dépoussiérer la vieille organisation de l'Union africaine qui a été complètement absorbée par les luttes de pouvoir et les influences internes, qui n'a pas délivré ses promesses. Il y avait des belles promesses en 1963. En 2002, on attend encore ces promesses et on pense que là, il y a une possibilité, en faisant l'Union africaine, d'aller beaucoup plus loin. Je passe de côté l'ensemble des débats qu'il y a eu en interne entre ceux qui avaient un projet pour aller beaucoup plus loin dans l'intégration et donc abolir les frontières et faire un État africain, et ceux qui disaient non, c'est trop rapide, il faut aller progressivement, trouver le temps de poser des briques étape par étape, et comme ça on va y arriver. Donc c'est comme ça que ce concept de solution africaine aux problèmes du continent va apparaître. Et je pense que
beaucoup d'années plus tard, on peut se demander est-ce que ce concept a livré ses promesses ou est-ce que, comme l'Organisation de l'Unité africaine, ce concept a été prisonnier des contradictions, des luttes de pouvoir entre les Ouest-Africains, les Centrafricains, l'Afrique australe et bien sûr la partie du Maghreb. On se rappelle que, par exemple, à la fin du mandat de Jean Ping, Madame Nkosazana Dlamini Zuma, qui était ministre des Affaires étrangères, est devenue secrétaire générale de l'Union africaine. Or, il y avait une règle tacite que les grandes puissances ne pouvaient pas prendre la tête de l'Union. Donc là, l'Afrique du Sud, qui elle-même a porté ce projet, va aller en absolue contradiction avec ce qu'elle veut promouvoir, c'est-à-dire le consensus, la concertation, l'idée qu'on doit beaucoup dialoguer. Donc, un autre problème qu'il faut bien, qui serait un peu le deuxième point que je vais essayer d'évoquer, c'est les interférences extérieures. Je suis d'accord avec beaucoup d'entre nous ici quand on dit que nous devons mettre au repos notre rapport à l'Occident, notre rapport aux autres, et se concentrer sur nous-mêmes. Mais une fois qu'on a dit ça, même quand on n'a pas envie de dialoguer avec eux, ils viennent, ils s'imposent. Dans nos histoires de paix, il est impossible de faire un accord de paix sans qu'il y ait un expert de quelque part. Il est impossible de rédiger un accord sans qu'il y ait un juriste de quelque part. Donc, même quand on a envie de dire, bon, est-ce qu'on peut nous donner 10 ans pour qu'on discute entre nous? C'est très compliqué et c'est très difficile. Donc, on aimerait bien vraiment mettre en œuvre cette idée de solution africaine à nos problèmes, mais il y a toujours d'interférences. Et c'est là qu'on arrive aux imaginaires, aux concepts. Parce que les mots, c'est d'abord les mots et après l'action. Et si ces mots viennent, comme ça a été le cas de l'histoire du développement, c'est-à-dire l'ensemble des logiques qui ont gouverné les politiques depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, peut-être que 10% ou 5%, la majorité des concepts et de ces idées ont été imposés par ceux qui avaient l'argent. Donc, que ce soit la Banque mondiale, que ce soit les FMI, que ce soit un certain nombre d'acteurs, nous ont dicté une forme d'énonciation de l'action politique sur le continent. Donc, l'idée, par exemple, que Johan Galtung parle de paix positive, paix négative à partir de son expérience scandinave. Est-ce que nous, on peut dire que chez nous, on peut imaginer une paix positive, une paix négative, alors que la paix, ce n'est pas seulement la Kalachnikov. Est-ce que les gens qui vivent au Soudan, qui meurent de faim, ou les gens qui vivent, par exemple, hier soir on parlait du Gabon et des crimes rituels, il y a une forme de violence psychologique qui est derrière, qui n'est pas la Kalachnikov, et qui est l'incertitude de demain, n'est pas possible parce que quelqu'un peut, en période électorale, prendre des enfants et disparaître parce qu'il croit que s'il sacrifie des enfants, il va gagner les élections. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la question de la paix n'est pas seulement après la violence, ce n'est pas seulement après la guerre avec les Kalachnikov. Et quand bien même quelqu'un comme Jean Godefroy Bidima, dans son livre La Palabre, nous invite à nous réapproprier la palabre comme instrument de résolution des conflits, il me semble que ce qu'on appelle les enfants de guerre, ces jeunes qui peuvent, avec une Kalachnikov, déstructurer toute la société, ce n'est plus possible de revenir à un imaginaire qu'on idéalise parce que ces enfants de guerre, qui sont normalement dans la société classique des cadets, deviennent des chefs avec la Kalachnikov. Et vous allez dans des villages en Centrafrique, au Congo ou partout, à 15 ans, on est le chef d'une grande communauté parce qu'à 9 ans, on est allé dans la rébellion et on a vécu dans la violence et on ne sait pas quoi faire d'autre que la violence. Et donc, est-ce que la palabre peut réellement ramener la balle au centre et discuter? Donc, pour dire 2 ou 3 choses sur les imaginaires, comment on fait la paix aujourd'hui? On fait la paix une fois qu'au Congo, en Centrafrique, les partis ont fait la guerre et n'ont pas réussi. Aucune des parties aujourd'hui sur le continent ne parvient à gagner. Il n'y a pas de vainqueur. Donc, on est tellement dans la guerre qu'à un moment donné, tout le monde se met d'accord, on va palabrer. Et la solution qu'on trouve, c'est quoi? C'est partager le pouvoir. Mais
il y a une contradiction, parce que dans le partage du pouvoir, on donne une prime à ceux qui ont pris les armes. Quand vous regardez l'histoire récente de la RDC, Tshisekedi et l'UDPS qui ont fait le choix de ne pas prendre les armes ont été exclus de la période de la transition. Donc les populations comprennent le partage du pouvoir comme une prime à la violence, comme la possibilité, si vous voulez aller là où il y a le miel, il faut prendre la Kalachnikov. Donc, qui est venu avec cette idée de faut partager le pouvoir? En fait, c'est un concept qui a été développé par un anthropologue hollandais à partir des observations qu'il a fait sur le Liban, pas sur l'Afrique. Et donc, à partir des observations sur le Liban, on nous dit, vous n'avez pas le choix, il faut faire comme les Libanais, il faut un maronite, un catholique, un musulman, un chrétien, et ici, ça sera plutôt un rebelle, celui qui a pris les armes au nord, celui qui a pris les armes au sud, et comme ça, on fait ensemble, et on fait un gouvernement d'unité nationale. Mais est-ce que ces gens ont envie de vivre ensemble? Est-ce que ces gens croient vraiment que quelque chose peut être fait ensemble? Donc, on l'a vu au Congo, la solution finale, et en Côte d'Ivoire, a été de retourner à la guerre jusqu'à ce qu'il y ait une des parties qui élimine totalement l'autre, puisque dans son travail, Achille parle de l'âge du fratricide, ce moment où le frère et l'ennemi ne font qu'un, et la survie de l'un dépend de la disparition de l'autre. Donc, est-ce que c'est que ça qu'on peut faire par rapport à cette idée de solution africaine aux problèmes du continent? Et donc, ce moment où on rédige l'accord de paix, donc il y a plein d'experts, il y a des gens, souvent c'est dans des grands hôtels, et la question qui préoccupe tout le monde, c'est il faut absolument faire taire les armes, qu'importe et à quel prix. Et on oublie que quand on a négocié la Société des Nations, Wilson a voyagé pendant 6 mois, il est resté à Genève 6 mois. Et nous, on nous dit, nous qui avons passé 20 ans à nous entretuer, on nous dit, bon les amis, le bailleur a un peu d'argent pour 3 mois, il faut vite régler vos histoires là, parce qu'on n'a pas le temps. Donc, on veut recréer la fabrique sociale, on veut recréer le lien dans un temps qui est impossible alors que les sociétés européennes, dans la négociation sur l'accord qui a donné naissance à la Société des Nations, c'est avant les 6 mois où les chefs d'État étaient ensemble, il y a eu au moins 2 ans de travail sur le document. Donc ça veut dire que la question de la temporalité dans l'idée de ce que nous devons devenir est une question importante. Ensuite, on ne peut pas décider, un État comme le Congo, depuis Lumumba, une des questions centrales, c'est est-ce qu'on fait une fédération ou un État décentralisé? Et en 70 ans ou 60 ans, cette question est toujours là, on n'a pas trouvé. Parce qu'on se la pose uniquement dans un hôtel au moment où le bailleur a dit « moi je veux financer la discussion et il faut vous dépêcher ». Donc c'est une question qui demande plus de temps, qui demande une concertation, qui demande beaucoup de choses. Pareil pour la question de la participation des femmes et des jeunes au pouvoir. Et ce que je veux dire par là, c'est que souvent, ceux qu'on aimerait qui nous laissent un peu de temps pour qu'on se parle entre nous, ils rentrent dans la discussion sur des aspects techniques. C'est la question de la démobilisation, la question de la justice, la question du rapatriement des réfugiés. Mais en réalité, ce ne sont pas des questions techniques. Ce sont des questions éminemment politiques. Et donc, quand on dit solution africaine aux problèmes africains, il faudrait aussi qu'on s'approprie les aspects techniques qui déterminent qui est citoyen, qui n'est pas citoyen, qui a le droit de vote, qui ne peut pas voter, parce que de ces questions-là dépend le retour à une paix civile et à une paix durable. Bien sûr, il n'y a pas de question simple, mais peut-être qu'il faudrait revenir à un concept développé par William Zartman et tous ceux qui ont réfléchi sur les négociations, c'est l'idée de secret et de transparence. On dit que dans une négociation ou dans un accord de paix, si l'accord est secret, il y a beaucoup de chances qu'on arrive jusqu'au bout à obtenir un accord durable. Mais en même temps, s'il n'est pas transparent, il y a peu de chances que cet accord soit légitime. Donc peut-être qu'on devrait inverser cette affirmation, dire que nous, pour que nos accords soient possibles, il nous faut absolument plus de participation, pour que tout le monde soit associé à l'idée de on va refonder après la violence un nouveau contrat et qu'il y ait beaucoup plus de gens qui puissent donner leur point de vue, les jeunes, les moins jeunes, les minorités. Et donc là, on n'est plus dans le secret, on est dans la transparence. Le gain qu'on peut avoir dans ce genre d'approche, c'est qu'on aura plus de légitimité.
Mais il nous faudra plus de temps pour déterminer à 500 ou à 1 million ou à 3 millions ce que nous voulons faire ensemble. Mais ça vaut la peine de prendre le temps pour ça. Ensuite, peut-être qu'une difficulté qui est sur le continent, c'est qu'on n'a pas vraiment d'espace d'hégémonie. C'est-à-dire que l'Afrique du Sud en Afrique australe n'assume plus son rôle. Le Nigeria s'est retourné sur lui-même, et n'en parlons plus de l'Algérie et de l'Égypte qui ont été des espaces de stabilisation. Donc ce qui fait que les seuls lieux où il y avait un peu d'hégémonie, une capacité à dire bon maintenant il faut arrêter, se sont effondrés, et donc on a démultiplié les petites autorités, et ce qui fait que au Sahel aujourd'hui on voit ce qui se passe, on voit ce qui se passe en Afrique australe, en Afrique des Grands Lacs, ne parlons pas de la Corne. Tout le monde a beaucoup applaudi le prix Nobel du Premier ministre éthiopien, mais les contradictions qui sont en interne risquent d'imploser. L'Éthiopie est vraiment pas loin de devenir une Somalie. Donc, je pense que je dois terminer. Je crois que comment sur du temps long les Africains construisent la paix, je crois que Kizerbo, dans son livre Entretien, il nous invite à redécouvrir les vertus du dialogue. Mais pour lui, le dialogue, c'est quelque chose qui a besoin du temps, qui n'a pas besoin d'être pressé, et qui a un certain nombre de codes dont le premier de ces codes, c'est l'altérité et la possibilité que nos paroles peuvent se valoir si on veut vraiment aller loin ensemble. Merci. Merci. Donc, tout d'abord, je voudrais remercier les 4 intervenants pour cette table ronde si riche et qui ouvre un ensemble de discussions qui, je pense, vont soulever de nombreuses questions, de nombreuses réactions, qui restent, qui demeurent, qui a le droit de bouger, etc. Qu'est-ce que prendre soin de nous? Donc nous avons à peu près une vingtaine de minutes pour les discussions. Ce que je propose, c'est qu'on prenne, comme on l'a fait précédemment, un ensemble de questions, et ensuite vous pourrez répondre, et si on a encore un peu de temps, on reprendra des questions. Donc, des mains se lèvent-elles? Oui, déjà une question ici, 2, 3. Donc au 3e rang. Les micros? Oui, bonjour, je vous remercie. Donc, Leïla Dakhli. Je veux juste réagir rapidement à la dernière communication. Je suis frappée par l'usage du modèle libanais pour résoudre des guerres. Donc, quand on voit ce que ça donne, on est un peu sceptique. Et puis, ça a été utilisé aussi en Irak après l'invasion. Et je me demande s'il n'y a pas quand même une clé là-dedans, puisque en réalité, c'est quand même un modèle extrêmement néolibéralo-compatible, qui permet de préserver des clientélismes et des protections locales, de laisser libre cours à la corruption et de jamais installer justement un État qui prend soin de toutes les manières possibles. Est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière cette idée d'aller vite et de se calquer sur ce modèle quand même un dessin politique assez clair? Une deuxième question, donc madame, oui. Bonjour, je suis historienne de l'Afrique qui m'intéresse sur la question notamment de construction d'identité sur le continent et mouvement panafricain, etc. J'ai une question qui s'adresse peut-être notamment à Achille Mbembe, mais qui est un peu transversale, à savoir comment donc surmonter les fractures qui sont présentes aujourd'hui sur le continent. Est-ce que vous pensez que les circulations dont vous avez évoquées pourront contribuer à forger un imaginaire commun d'un chez-soi et d'en élargir le contour, alors qu'en amont, ces fractures sont constamment nourries par des discours basés sur les mythes d'autochtonie, etc. Merci. Et je crois que oui, effectivement, monsieur. Et on pourra ensuite laisser la parole aux intervenants. Ce sera pour le deuxième tour. Donc merci beaucoup. Tout d'abord, j'aimerais remercier M. Achille Mbembe et Felwine Sarr pour l'opportunité qu'ils nous ont donnée d'assister à ces genres d'événements. Alors moi c'est Amidou Mambikan, donc étudiant-chercheur
à l'Institut des sciences de l'environnement de Dakar. Donc j'avais deux questions que je vais adresser au professeur Achille Bembe. Donc la première question, c'est comment lire, dans le contexte donc, de vos propos tout à l'heure, les récentes agressions des étrangers en Afrique du Sud. Et comme on le sait, un pays qui a beaucoup bénéficié donc, de la solidarité de pas mal de pays africains donc, au moment de l'apartheid. Alors, la deuxième question, c'est que souvent dans vos écrits, vous évoquez un peu la conception traditionnelle de la frontière en Afrique. C'est-à-dire que pour les Africains, la frontière est faite pour être traversée, la frontière est faite pour aller à la rencontre d'autrui. Maintenant, comment peut-on s'inspirer de cette archive, de cette conception de la frontière pour bâtir des politiques migratoires permettant d'ouvrir le continent sur elle-même, comme vous le dites si bien. Merci. Merci. Donc, il y a des questions qui ont été adressées à des intervenants particulièrement, mais je pense que tout le monde aura certainement envie de répondre. Sur le modèle... Peut-être les intervenants qui ont d'abord été interpellés, puis je ne sais pas. Ah oui, vous avez été, pardon, je suis désolée. Honte à moi. Allez-y, je vous en prie, je vous en prie. Non, si, je vous en prie. Honte à moi. Sur le modèle libanais, évidemment, donc l'idée de départ, c'était ce concept de concessionalisme qui permettait de faire un régime où on va associer l'ensemble du corps social et donc selon les sensibilités, chez nous malheureusement très vite ça devient tribal et donc quand on voit dans le cas du Congo qui était le modèle le plus abouti dans cette pratique, on voit bien que après l'accord de Sun City, chacun justement de ces chefs de guerre est venu au pouvoir avec ses troupes et ses propres gardes et on maintient, Jean-Pierre Bemba il est de l'Équateur, donc tous ceux qui sont avec lui dans les différentes administrations, parce que dans l'accord de Sun City, après il y avait une clause qui disait qu'on allait partager d'abord le pouvoir politique, mais aussi les ministères, mais aussi les administrations, mais aussi les directions des entreprises publiques. Donc on parvient à ce que vous avez affirmé, c'est-à-dire qu'on a des prébendes. Quand on est dans le MLC, on prend l'économie. Quand on est ailleurs, on prend la défense. Quand on est ailleurs, on prend l'agriculture. Et là, on a la possibilité de recruter tous les amis. Et donc, effectivement, ça, c'est malheureusement l'effet que ça produit. Maintenant, est-ce que ça peut produire autre chose? Quand on regarde dans ce qui s'est passé en Éthiopie, Meles Zenawi avait mis en place une architecture institutionnelle où les États ont été dessinés à partir des sensibilités. Mais ça a été possible parce que Meles avait une telle personnalité qu'il écrasait tout le monde. Une fois que Meles est parti, il n'y a plus personne pour tenir la maison. Et c'est ça qui risque d'arriver. Les Oromo vont sans doute demander bientôt leur départ, et puis ainsi de suite. Donc, est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin que ça? Est-ce qu'on ne peut pas trouver une autre gouvernance qui serait une gouvernance qui protégerait tout le monde, qui serait basée sur un accord commun où je crois qu'une des questions vraiment névralgiques pour nous tous, c'est l'État africain dans sa capacité à protéger le plus faible, qu'il soit Tutsi, qu'il soit Hutu, qu'il soit n'importe, mais à garantir à ce faible la possibilité d'être citoyen avec tous les avantages et les inconvénients de faire partie d'une communauté politique. Donc je crois qu'on devrait aller un peu plus loin que simplement retraduire dans l'accord politique les sensibilités d'origine ethnique et ainsi de suite. Merci. Je crois qu'il y a lieu on en revient toujours à ça. Il y a beaucoup d'imaginaire dans notre passé que l'on pourrait utilement réactiver. Et donc, il faudrait faire le travail de les retracer. Tout ce que Mehdi nous disait au sujet de l'oasis, c'est quand même extraordinaire. Cette conjonction entre les êtres humains, la nature, tout ce que
Elsa, tu nous disais au sujet du ravitaillement. Il nous faut remettre la main sur ces gisements. Et nous verrons par exemple que les idéologies de l'autochtonie, qui ont le vent en poupe, pas seulement en Afrique, hein, mais partout, en ce moment, la grande injonction, c'est de dire « rentrez chez vous ». Alors il faut se poser la question de savoir c'est quoi le chez-soi. C'est quoi le chez-soi? Où il est demandé à tout un chacun de retourner. Mais lorsqu'on fouille dans les archives dans notre mémoire africaine, on voit très bien comment est-ce que, au fond, la question de l'hospitalité, Elsa, disons le concept que tu critiquais à juste titre, et je sais qu'au Sénégal, la tiranga, on est au pays de l'hospitalité, là, en ce moment. On a trop laissé ça aux officiels. Je crois qu'il est temps que l'on s'y penche sérieusement. Qu'on reprenne sérieusement le débat sur l'hospitalité. C'est quoi un pays, l'hospitalité? Mais je parlais des Ghanéens qui ont mis sur la table une autre notion, le right of abode, que l'on peut traduire comme le droit à un lieu que l'on peut habiter. C'est-à-dire, pour revenir sur ce que Elsa nous disait, un lieu où on peut produire la vie, où on peut la nourrir, l'entretenir, ou si vous voulez, la ravitailler. C'est-à-dire que si on ne peut pas ravitailler la vie, à un moment donné, elle va s'essioler. Et donc il faut réactiver ces imaginaires-là, dans les arts, dans l'écriture, injecter ces imaginaires dans les luttes politiques concrètes. Quant à ce qui se passe en Afrique du Sud, c'est un sérieux drame. Ce n'est même pas la xénophobie. Parce que la xénophobie, c'est, disons, la haine dirigée contre d'autres. Dans ce cas précis, ce n'est pas la haine dirigée contre d'autres. C'est la haine dirigée contre d'autres Africains. Et donc on a affaire à appeler ça l'afrophobie ou la négrophobie. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour cela que c'est si tragique. Parce que, au fond, qu'est-ce que c'est que cette histoire où on pense que la xénophobie ou l'afrophobie va permettre de créer des emplois? Ils viennent nous piquer nos emplois, on va les chasser, les mettre dehors, et cela va produire miraculeusement des emplois. Je dis ça parce que je ne crois pas du tout à la thèse selon laquelle mais ils ont été tellement traumatisés par l'apartheid, il y a des problèmes économiques, ils n'ont pas d'emploi, et au nom de cette vulnérabilité matérielle, on comprend qu'ils fassent ce qu'ils font. Ça ne tient pas debout. Il y a quelque chose de plus grave qui est en jeu. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais ça ressemble quelque part à la haine de soi. Elsa, Mehdi, si vous voulez engager la réponse. Mehdi? On a un tour de questions. Donc, il y avait plusieurs mains qui s'étaient levées. Donc, on va prendre 5 questions, en sachant que le maître des tons fronce déjà les sourcils, mais on explosera les cadres. C'est pas grave. Les cadres sont là pour être explosés, non? Je crois. Donc, on va prendre monsieur, Sabine, Françoise, madame et Felwine. Et au fond, allez, une 6e pour exploser encore plus les cadres. Monsieur, je vais vous demander juste quand même si on veut prendre 1 minute pour chaque question pour que chacun puisse répondre et qu'on puisse clôturer la session. Merci à vous.
Et je vous couperai si vous dépassez 1 minute par contre. Bonjour tout le monde. Alors, je voulais intervenir tout à l'heure, mais bon, il n'y a pas le temps matériellement. Alors, le Liban revient sous les feux de la rampe, et je me permets de vous soumettre un texte de Khalil Gibran, que beaucoup connaissent certainement, et qui décrit vraiment la situation, mais c'était prémonitoire, il l'avait écrit avant 1930. Alors, Gibran est né en 1883, mort en 1931 à New York, et c'était le chef de file des écrivains libanais de l'outre-mer. Est-ce que vous pouvez me tenir le micro pour faire défiler l'écran? Alors, dans le jardin du prophète, il parlait, donc il y a une tirade où il disait « Pitié pour la nation ». Et c'est vraiment le Liban. Pitié pour la nation où existent 1000 croyances, mais aucune religion. Pitié pour la nation dont les habitants portent un vêtement qu'ils n'ont pas tissé eux-mêmes, mangent un pain dont ils n'ont pas récolté le grain et boivent un vin qui n'a pas coulé de leur pressoir. Pitié pour la nation où l'on acclame un bravache comme un héros et où l'on estime bienfaisant un conquérant glorieux. Pitié pour la nation où l'on méprise une passion dans les rêves pour s'y soumettre au réveil. Pitié pour la nation où l'on n'élève la voix que dans les processions de funérailles, où l'on ne se glorifie qu'au milieu des ruines et où on ne se révolte que lorsqu'on a la nuque coincée entre le glaive et le billot. Pitié pour la nation dont l'homme d'État, avec un E majuscule, est un renard, le philosophe un bateleur et l'art un art du rafistolage et de contrefaçon. Pitié pour la nation où l'on accueille un nouveau souverain aux accents de la trompette pour le renvoyer sous les huées et en acclamer un autre aux mêmes accents de trompette que le précédent. Pitié pour la nation où les sages sont rendus muets par l'âge tandis que les hommes vigoureux sont encore au berceau, s'ils ne sont pas des enfants de guerre. Pitié pour la nation divisée dont chaque partie revendique pour elle-même le nom de nation. Le jardin du prophète traduit de l'anglais par... Voilà, je vous soumets ça à la réflexion. Alors, je voulais reprendre... Merci. 1 minute, c'est déjà vraiment un mot, monsieur. En tout cas, déjà, merci pour cette belle lecture. Non, mais c'est pour respecter la parole de chacun. Ce sera plus d'un mot. Mais merci à vous, merci de votre compréhension. Il y avait une deuxième question. Donc, si vous j'avais Sabine en premier, ensuite Françoise, après une personne, je sais pas. Rapidement, une question à Monsieur Ahmed. Je me posais la question de savoir quelle est la place des hommes, des personnalités politiques dans votre analyse des conflits. Et je me pose plus précisément la question de savoir si l'absence de vrais leaders à échelle vraiment continentale, comme Nyerere, Mandela, Thabo Mbeki, Obasanjo en leur temps, l'absence de grands leaders, est-ce que c'est aussi une raison pour laquelle on ne trouve pas de solution au conflit ou de puissance sous-régionale qui pourrait vraiment jouer son rôle de médiateur? Merci. Troisième question. Merci, rapidement. Vous avez, Ahmed, plusieurs fois utilisé la métaphore de tenir la maison. Et donc, l'homme qui saurait tenir la maison, vous avez cité le cas de l'Éthiopie. Or, je pensais à l'intervention d'Elsa Dorlin, où Elsa interroge justement cette métaphore dans son intervention d'une maison qui serait bourgeoise et patriarcale. Ce qui m'amène à ma question de la paix, de poser la question de la paix. Parce que n'est-elle pas toujours tenue, en fait, encadrée dans un vocabulaire militaire, qui est victorieux, qui est vaincu, qui doit déposer les armes. Alors là, vous avez cité une réunion avec des chefs de guerre. Alors je me suis dit, bah là, évidemment, c'est pas possible de trouver la paix, hein, parce que chacun. Et je me demandais, est-ce que on peut pas, et ma question s'adresse aussi à Elsa, séparer paix de paisible. Parce que la guerre, on sait la faire, on sait la décrire. La paix, en fait, c'est souvent une interruption dans la guerre. Un petit moment qu'on a réussi à arracher et où on dépose des armes. Mais comment penser et préserver le paisible? Peut-être la question du paisible, c'est-à-dire qui n'est pas justement le fait qu'il n'y a plus de conflit, qui n'est pas la résolution, mais qui maintient, mais qui en même temps permet enfin paisible, c'est pas la même chose que la paix. Merci. Madame? Donc, cette question, c'est pour vous, Monsieur Bembe. Donc, dans les questions de mobilité, donc de voyage, d'incarcération, de déportation, nous, ce que je me rends compte au niveau des États-Unis,
dans les périodes de déportation, quand on parle à nos parents qui doivent rentrer, qui sont incarcérés, au-delà du stigma et de la peur de rentrer, il y a aussi cette violence qui a été faite qu'une fois qu'on a traversé l'Atlantique, on devient étranger aux yeux de nos propres frères et sœurs. Et la question que j'ai, c'est comment est-ce qu'on se rend redevable en tant que société pour pouvoir permettre la mobilité dans le sens contraire, où nos gens, s'ils ont besoin, s'ils ont envie de rentrer, qu'ils peuvent rentrer sans se dire, voilà, je vais devenir un déchet, parce qu'on les rend déchets. On les appelle autrement et on regarde en fait le stigma de failure. Et comment est-ce qu'on peut, en tant que société, devenir redevable de cet acte de violence-là, qui puisse permettre en fait une mobilité dans le sens du retour. Merci. Felwine, tu avais une question ? Et il y avait une dernière question après. J'ai une question pour Elsa Dorlin. J'entends la critique de l'hospitalité à la Derrida et à la Kant comme une affaire privée. Et la question que je pose, c'est est-ce qu'on ne peut pas l'envisager comme une cosmopolitique, avec cette nécessité d'accueillir la vie qui est momentanément fragilisée, en disant que dans l'hospitalité, il y a l'épreuve qui est faite de devoir articuler l'étrangeté transitoire. Donc, c'est une épreuve à l'étrangeté. Mais il y a un temps qui est donné à l'hospitalité pour que l'autre devienne moins ou qu'il reparte. Et que les sociétés ont articulé énormément de ressources. Mais est-ce qu'on ne peut pas les sortir de l'espace privatif et les penser comme une cosmopolitique et dire il y a une obligation qui est faite aux États, nations, d'accueillir la vie qui est momentanément fragilisée et justement de prendre soin de ces vies qui sont momentanément fragilisées. Merci. Et une dernière question qui était tout en haut. Monsieur ? Ouais, là-bas. Oui, merci. J'avais une question par rapport à la question de la paix. Je me demande si je travaille en Afrique des Grands Lacs et je travaille avec les groupes armés. Je parle souvent avec les populations, les membres des groupes armés rwandais, burundais, congolais et ougandais. Et la question que je me pose, je me demande si l'instauration de la paix dans cette région pose la question de l'inclusion ou de la nature même de l'État. Parce que ce que j'ai remarqué de l'État libéral qu'on veut former avec l'accord de la paix, parce que ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart de ces rebelles, beaucoup de ces rebelles, lorsqu'ils sont souvent démobilisés, ensuite ils reviennent dans des groupes armés. Et donc des groupes armés sont vraiment des espaces de socialisation et des espaces de soins. Et souvent un soin que l'État ne donne pas. Et en fait, il s'agit de dire, au fond, lorsqu'on fait la construction de la paix, il faut mettre en place un État libéral qui va permettre de résoudre tous les problèmes de violence, etc. Mais la violence pensée en termes de guerre et non pas en termes de violence structurelle, socio-économique, comme l'accaparement des terres des gens, etc. Et donc, je me demande si, en fait, le succès de la résolution de la paix, de la construction de l'État dans ces pays post-conflit ne dépend pas d'une redéfinition fondamentale de ce que et l'État devrait être l'État en Afrique. Et c'est aussi une question à Achille, finalement. Lorsqu'on parle de circulation, on parle en fait de repenser cet État libéral, mais qui pose un problème économique par rapport à des groupes marginaux, l'accaparementaire, l'entrée des capitaux étrangers, l'exclusion des petits commerçants, des petits producteurs. Est-ce que c'est pas vraiment la question de repenser complètement cet État weberien qui se définit par la violence principalement? Merci. J'ai demandé aux 4 intervenants donc de répondre. Je vais vous demander de faire l'impossible, de répondre en 1 minute. Et on clôturera donc cette table ronde. Vous pouvez commencer, on suit la... Très bien. Donc, à la question, est-ce qu'il faut des personnalités fortes? Je crois que beaucoup de nos difficultés sont liées à la gouvernance. Donc, on n'a pas besoin de personnalités fortes, on a besoin de respecter la Constitution. La Constitution dit 2 mandats, mais juste à côté, pas loin d'ici, quelqu'un a dit « moi je veux bien mon 3e mandat ». Et donc,
vous pouvez mettre un homme fort là, ça ne va rien changer. Donc je me semble que c'est vraiment les questions de gouvernance qui sont au cœur de nos difficultés. Bien sûr, ça peut aider si vous avez Obasanjo ou Nyerere ou Mandela, c'est indéniable. Mais d'abord et avant tout, respectons les structures, respectons les constitutions, respectons ce sur quoi on s'est mis d'accord dès le départ. On ne peut pas changer les règles du jeu en plein match alors qu'on a commencé avec l'interdiction de toucher le ballon par la main. Mais quand le match arrive à la fin, moi je vais prendre le ballon parce que je suis en train de perdre. Ça n'a pas de sens. Ensuite, je suis d'accord sur la question de paix paisible. Évidemment, on peut dire que pour la majorité de la population, la paix, c'est on signe l'accord de paix. Donc on démobilise. Mais qu'est-ce qui se passe quand à Abidjan on appelle les microbes ou à Kinshasa les koulouna? Donc ces enfants qui rendent la ville invivable parce que sans espoir, sans avenir, donc ils s'organisent en milice et ils dépouillent les gens. Donc là, évidemment, il faudra aller plus loin pour qu'on travaille sur un lieu ou un espace paisible où on peut imaginer autre chose que la peur et la peur psychologique. Bon, alors je ne vais pas répondre au reste et je passe la parole. Mehdi. Je n'ai pas eu de question, je ne vais pas pousser le vice à m'en inventer. Je vais aller vite à l'essentiel, je vais répondre parce qu'il y avait quelque chose d'intéressant sur est-ce que les circulations intra-africaines participeraient d'une forme de citoyenneté, même si c'était le mot identité qui avait été utilisé. Je préfère la question de citoyenneté. En fait, c'est pas est-ce que si, c'est déjà le cas. Je veux dire, ça a été montré, on peut continuer à le faire, à le montrer. Par contre, ça ne se fait pas sans conflit. Et une grande partie des conflits n'est pas liée au fait que la vie est dure. C'est que la vie a été rendue invivable par tout ce qu'on a dit depuis ce matin, c'est-à-dire par une dérive néolibérale des États. Et qui va de pair aussi avec justement une sorte de concentration sur l'identité au détriment du commun. Et donc ça touche de plein fouet tous les pays du monde, et bien sûr les pays plus vulnérables sont encore plus touchés. Je l'ai dit au Maroc, mais quand vous regardez là où il y a eu des assassinats par exemple contre de Sénégalais, souvent, parce que c'est la première communauté étrangère installée au Maroc après les Français et les Espagnols, c'est souvent dans les quartiers qui sont invivables pour les Marocains eux-mêmes. Et les Marocains sont aussi même victimes de ces violences-là, parce que c'est des quartiers où on a vidé des bidonvilles, où on a expulsé les gens hors la ville, dans des formes d'habitat soi-disant social, avec des normes qui n'ont rien à voir avec le mode de vie des Marocains. Et donc ça devient invivable pour tout le monde. Voilà. Non, mais... Elsa. Non, c'est honteux. Je suis complètement d'accord avec la remarque que tu faisais, François, sur la distinction entre paix paisible et après ce qui pose les conditions de définition de qu'est-ce que sont des conditions paisibles ou vivables, et surtout qui les assure selon quelle division du travail, en termes de genre, évidemment. Et quand même sur la temporalité, enfin, de cette définition de paix, sur le dépôt des armes et l'au-delà, etc. Donc, voilà. Mais Felwine, là aussi, je trouve que ta remarque, elle est très juste sur l'idée d'une cosmopolitique à l'échelle des États et pour prendre soin des vies momentanément fragilisées. Mais justement, ce que j'essayais d'interroger, c'est des choses peut-être plus souterraines. Du coup, comment on évalue la fragilité ? De quelle vie on parle? Qui a déjà accès au statut de vie dont on se soucie qu'elle est en train de se fragiliser, par exemple? Donc c'est cette question qui n'est pas seulement porter attention, porter soin, mais du cadre d'intelligibilité dans lequel on est attentif à ceci ou à cela, on porte soin à ceci ou à cela, et non pas aux dépens d'autrui ou aux dépens d'autres. Donc et puis la deuxième chose que j'essayais de réfléchir, c'est sur le soin et les conditions vivables et la possibilité de créer ou de justement de ravitailler sa propre vie pose fondamentalement la question du territoire. Et si on pense à l'échelle d'une cosmopolitique des États, se pose la question encore une fois de comment on définit du coup l'espace, et y compris même ça
pose la question de la frontière nationale, de la constitution d'un État ou d'une fédération. Voilà. Donc, c'était... Merci. Et donc le dernier mot, la dernière minute à Achille. Alors, moi, je pense qu'un des défis auxquels nous sommes confrontés, c'est quand même de si vous voulez, réenchanter l'idée de l'Afrique et de ses diasporas. Comment réanimer cet imaginaire dans un monde qui se rétrécit, qui devient de plus en plus brutal. Tu l'as très bien décrit dans ta présentation. Comment on va réenchanter l'Afrique de telle manière qu'on puisse réanimer le désir d'y vivre, alors que beaucoup veulent s'en aller, d'y rester, de venir s'y installer, de la prendre en main, puisque son avenir, c'est en nos mains. Comment on va faire ça? Je crois que c'est vraiment une très grande question, qui s'adresse pas seulement à l'intellect, mais aussi à la passion, au sentiment, à l'affect et à toutes les facultés qui font de nous des êtres humains vivants. Je crois vraiment que c'est la tâche colossale qui nous attend. Alors on peut le faire de différentes manières. Je ne sais pas combien d'entre vous ont vu le film Wakanda. Black Panther. Ah, voilà, maintenant je confonds tout. Le film c'est La Panthère Noire, c'est pas Wakanda. Je crois que c'est à cause... Yala, elle me dit tout le temps Wakanda Forever et tout. Et donc j'ai fini par... La minute est terminée, donc... Bon, mais je vous donne Wakanda, une manière de procéder à cette réanimation. Si on le fait, alors les gens pourront aller et venir. Ils pourront s'installer. Le droit de retour sera octroyé à tous. Pas sur la base de la parentèle, parce qu'il faut justement déparentaliser, mais sur la base que on essayait tous d'évoquer, comment nourrir la vie, comment l'entretenir et comment la ravitailler. Je crois qu'il faut ramener nos débats ce matin à justement cette question du ravitaillement, de création des lieux d'oasis. Il faut multiplier les oasis, pas seulement dans le désert, mais partout sur le continent. Et comme ça, il y aura de la place pour tous. Merci. Je crois qu'on peut applaudir très fort les 4 intervenants. Merci à vous 4 pour vos magnifiques interventions. Bravo. On ira se ravitailler. Ah oui, alors, une dernière annonce. Les débats, les tables rondes reprennent à 15h30. Je ne sais pas où tu vas chercher ça. Mais...